Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. Vous voyez, ça change tout. Johnny Hallyday, avez-vous réellement du talent ou bien vos chansons sont chaque fois arrivées, comment dirais-je, au très bon moment? Le pyromane Hallyday s'est rangé. La nouvelle est confirmée. Il partira pour l'armée afin de servir d'exemple à ceux qui l'admirent. D'abord, j'ai été un blouson noir. Et puis, je me suis battu. J'ai appris à me défendre plutôt, à la manière de la rue. Et puis un jour, vous allez à l'enterrement de ce père en Belgique. Ce qui m'a attristé, c'est que j'étais tout seul. Vous avez peur de mourir? Ouais. Ne vous inquiétez pas, la route est belle. Mourir, c'est quoi? On continue là-haut? Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut. Eh bien, bonjour chers auditeurs, et bienvenue à 51. Alors 51, le podcast qui retrace les 51 albums de Johnny Hallyday. Et avec moi toujours, mon ami Jean-François. Bonjour tout le monde, et j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes. On est dans l'année 2020, donc on attaque... une nouvelle année encore avec beaucoup d'actualités. Avec beaucoup d'actualités, et on va encore se faire plaisir Exactement. toute cette année. Oui. Jean-François, donc on rappelle ton livre, Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion. Absolument, qui a fait une belle année, il a fait une belle année. Une très belle année, et qui a passé de bonnes fêtes aussi. Oui. Et d'ailleurs, pour les fêtes, il y avait ce petit livre qui est sorti. Oui, il est sorti le 6 décembre chez First, le 5 ou 6 décembre, peu importe. Oui, c'est un petit livre, c'est marrant parce que le format est très particulier, puis il coûte 2,99 €, donc c'est à portée de tout le monde, mais très amusant à faire parce que finalement, je pense avoir pas trop mal réussi avec un format réduit, un nombre de signes réduit, à raconter en fait Johnny à travers un concept tout simple. C'est Johnny est né sur scène, Johnny est quasiment mort sur scène. C'est un peu romancé, mais c'est vrai. Et donc le fil conducteur, c'est toutes les scènes de Johnny, toutes ses tournées, ce qui permet à chaque fois de parler de ses disques, de ses chansons. Et, on ne parle que de ça dans ce petit livre. Hein. Il n'y a absolument rien d'autre que sa carrière, son œuvre artistique. Et surtout, ce qui pour moi est la clé de Johnny, c'est que la scène a été sa vie, et en fait sa famille c'est son public, et c'est là qu'il est heureux, c'est là qu'il a envie d'être. Et ce petit livre part de ses premières scènes où il était avec ses cousines Desta et Mélène, où il venait juste à l'entracte, chanter Davy Crockett et puis après Brassens, jusqu'à la dernière tournée avec les Vieilles Canailles. Et donc là on parcourt vraiment toutes les routes, toutes les tournées, toutes les aventures dans lesquelles Johnny nous a emmenés. Voilà. Donc je me suis beaucoup amusé à faire ce petit livre. Un bel exercice. J'espère qu'il sera un exercice de style amusant. Et voilà, et une jolie couverture, qui est une photo qui est prise à la Tour Eiffel, et dont on m'a dit beaucoup de bien, les gens qui l'aiment bien. Et encore quelque chose d'intéressant, parce que là, avec Hachette, il y a aussi une ressortie de... Oui, alors ça c'est la fin d'année, une fin d'année qui a été très, très riche en sorties de produits autour de Johnny. Il y a eu les opérations Olympia avec les coffrets vinyle et CD, il y a eu le double Digipack Un soir à l'Olympia, avec aussi un DVD, et puis il y a eu juste avant les Vieilles Canailles, il y avait eu l'album symphonique, et le 26 décembre, Hachette a démarré une collection, donc on peut trouver dans tous les kiosques, tous les points de vente de journaux, les maisons de la presse, etc. Une collection qui ressort en fait en vinyle. En vinyle de qualité 180 grammes. Voilà, j'ai eu la chance de l'avoir entre les mains. Et tous les albums de Johnny, donc démarrage, ça sort tous les 15 jours. Il y a une série qui a été sortie comme ça sur les Beatles, donc c'est exactement le même format et le même esprit. Il y a un livret, c'est un livret dont je m'occupe avec Thibaut Geffrotin, qui est un jeune journaliste sportif qui adore Johnny et qui apporte sa vision de Johnny. C'est tout à fait intéressant. Et donc, on est parti pour une aventure qui va durer presque 3 ans, parce qu'on a, je crois, 75 produits prévus au catalogue. Génial. Donc, tous les 15 jours, rendez-vous dans vos points de vente habituels, si vous aimez les vinyles et si vous voulez vous procurer la discographie de Johnny en vinyle. Super. Mais là, on va s'attaquer au 46e album de Johnny. Oui. Le deuxième chez Warner. Tout à fait, deuxième chez Warner, oui, absolument. Deuxième chez Warner. Il s'appelle Ça ne finira jamais. Ça ne peut pas finir.
partir, je resterai toujours pour toi, à portée de voix, tu le sais bien. Ça fait tellement longtemps que l'on navigue ensemble, tellement de temps qu'on s'est donné, et d'amour sans compter, c'est pas pour rien. Ça ne finira jamais, on refera la route, je te le promets. Je ne suis que la somme des mains qui se tendent et des cœurs qui attendent. Je suis ceux qui m'ont aimé. Et d'ailleurs, c'est étrange parce que ça commence par une drôle de campagne d'affichage. Oui, alors, en fait, effectivement, sur les murs de Paris, on voit une campagne d'affichage, une belle campagne d'affichage qui était réalisée par Claude Pasco, que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans un épisode précédent, où on voit Johnny qui regarde le vide. On le voit de dos et il regarde le vide avec une espèce de lumière blafarde. Elle est intrigante, elle est impactante, et on se demande un peu qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, c'est pour annoncer une tournée dont il dit que ça sera sa dernière tournée. Alors ça, on a entendu parler. Alors, il va le confirmer avec des trémolos dans la voix et des larmes dans les yeux chez Claire Chazal, le journal de TF1. Franchement, moi j'ai du mal à y croire. Est-ce que lui, il y croit à ce moment-là ? Peut-être qu'il se dit... fatigué, peut-être. Peut-être fatigué, peut-être qu'il a quelqu'un l'a convaincu, son entourage l'a convaincu de lever un peu le pied. Franchement, quand on connaît Johnny, ça paraît improbable, mais bon, le concept marketing est fort, et en tout cas les locations pour la tournée vont démarrer très 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 fort, et donc pour cette tournée qui va démarrer donc le Tour 66. Alors Tour 66, c'est les 66 ans de Johnny, c'est la route 66, c'est plein de clins d'œil, et effectivement c'est un concept qui est sympa, mais elle va démarrer en 2009, donc pour cette tournée, sa maison de disques l'incite à enregistrer un nouvel album, alors que le précédent est pas si vieux. Le cœur d'un homme est sorti en 2007. C'était un bel album. Il n'a pas encore été totalement, je pense, exploité, mais bon, peut-être que la tournée qui prépare permettra de faire vivre les titres de cet album. En fait, il n'en sera rien, mais on peut se poser la question. Et toujours est-il que quand je vois cette affiche, qui m'interpelle quand même, cette déclaration. J'avais un projet depuis longtemps qui était d'écrire un livre. En fait, depuis des années que je suis Johnny, j'ai conservé beaucoup de documents. Puis j'ai eu la chance via ma vie professionnelle, d'avoir accès à beaucoup de choses. Et je continuais régulièrement, consciencieusement, à découper ou à garder des articles de presse. Ma femme me disant, mais jusqu'à quel âge tu vas t'amuser à découper? Alors je lui avais dit, mais quand je serai à la retraite, j'écrirai un livre. Je pensais à la retraite, m'occuper avec ça. Et en fait, quand je vois cette campagne, je me dis, mais c'est peut-être le moment de faire ce livre. Alors, je réfléchis, je connais absolument personne dans le monde de l'édition. Je sais pas comment ça marche, je sais pas à qui m'adresser, mais j'ai une idée, je sais ce que je veux faire. J'ai vraiment un concept. Et il se trouve que j'ai un ami dans l'édition, je le rencontre, je lui explique mon truc, et il me dit, je vais t'aider, je vais te filer des noms. Alors, qu'est-ce que je fais? J'envoie des mails à des maisons d'édition avec mon projet. Et puis, on te répond pas. Il y en a un qui me répond, qui veut me voir. Il me dit, ça m'intéresse, mais je verrai plutôt comme ça. Je lui dis non, parce que moi j'ai une idée, il n'est pas question de me faire changer de monnaie. Votre livre, vous le ferez avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Donc je repars bredouille. Et puis après, au bout de 2 mois, où je commençais un peu à me demander si j'arriverais à quelque chose, j'ai eu un coup de téléphone un soir dans mon bureau, un vendredi, il était 17h, d'une personne que je cherchais à joindre, qui travaillait chez Flammarion, et qui s'appelle, c'est un type formidable, que je remercie à travers cet épisode. Je pense qu'il nous écoute de temps en temps. Il s'appelle Laurent Cholet, et je lui ai raconté mon histoire au téléphone. Il savait que je cherchais à le joindre, on avait une connexion commune, et il m'a dit tout de suite, ça m'intéresse, et on va se revoir. On s'est revus au mois de novembre,
Et en janvier 2008, début janvier 2008, il m'a appelé pour me souhaiter une bonne année et me dire qu'il avait vendu le projet à Flammarion. Et donc, j'allais me lancer dans l'aventure du premier livre. Qui est 50 ans. Qui était 50 ans. Alors, le titre, on ne l'avait pas trouvé à l'époque, mais on l'a trouvé après. Mais en tout cas, en janvier, on me dit, voilà, il faudra remettre le manuscrit en juillet et on va sortir en octobre. Donc, pas le temps de chômer. Non, j'avoue, mais j'y avais tellement pensé. Dans ta tête, je l'avais dans ma tête. Oui. Donc, je me suis organisé pour l'écrire. C'était assez simple, comme c'était chronologique. Pendant la semaine, je me passais, mettons sur l'année 87 au hasard, je revoyais ce qu'il avait fait en 87, des DVD, j'écoutais les chansons, je relisais un peu les articles, et le week-end, je m'enfermais le samedi et le dimanche dans mon bureau pour écrire cette histoire. Et donc, ça m'a bien occupé pendant l'année 2008, en tout cas la première partie de l'année 2008, et ça vraiment, Laurent Cholet a été formidable parce qu'il a vraiment cru au projet dès le début. Et en fait, quand il m'a dit on va faire un beau livre, je ne savais pas ce que c'était un beau livre. Il m'a dit tu verras, c'est un format, un papier, on va te mettre une équipe à disposition. J'ai eu une équipe formidable avec une fille qui s'appelait Lisa Persson, qui a dirigé le projet magistralement et qui l'a mené à son terme. Mais ça n'a pas été un chemin de tout repos, une route tranquille, parce que en juillet, on a envoyé le projet à Los Angeles donc pour le présenter à Johnny et à son entourage, et puis il y a eu des discussions entre les Flammarion et l'entourage de Johnny. Business, quoi. Voilà, business, oui. Et donc je n'ai su que fin août, où j'étais sur une plage à Hendaye, en train de me dorer au soleil, la pilule au soleil. J'ai eu un coup de fil de Lisa qui m'a dit, écoute, voilà, tout est réglé, on sort bien le livre, il sera en vente le 22 octobre. Donc voilà, ça fait un peu battre le palpitant. Oui, bien sûr. Il y a des anecdotes que tu m'as racontées, ils t'ont demandé des documents, et tu les as sortis. Oui, alors en fait, évidemment, toute la documentation, toute l'illustration du livre, sont des choses qui m'appartiennent. C'est tout ce que j'avais accumulé depuis des années. Et quand je suis pointé chez eux, ils pensaient que j'arriverais avec un carton de documents, et j'avais plus de 4 cartons pleins. Ils ont fait des yeux, ils étaient sidérés. Ça les a aussi fait rigoler. Mais là où elle a été formidable, c'est qu'elle a absolument tout regardé. Et je suis revenu une semaine après, ils avaient tout trié année par année. Et donc on regardait les documents qu'on allait garder, les titres de presse, les covers et tout ça. C'était une équipe hyper professionnelle. Et j'étais, moi qui étais vraiment novice là-dedans, j'étais très très bien encadré. C'était aussi dans une belle maison d'édition. Très très belle maison d'édition qui 10 ans après, donc avec laquelle 10 ans après j'ai sorti 60 ans de scène et de passion. Donc oui, j'étais dans une super maison, et c'est une aventure absolument inoubliable. D'autant plus qu'en fait le livre il va sortir une semaine avant la sortie de l'album. Donc ça est concomitant, et finalement c'est vachement bien pour moi, parce que Johnny est à nouveau sur le devant de l'actualité, et évidemment dans les points de vente et tout ça, ça aide à la vente du livre, ça c'est sûr. Complètement. Depuis le premier matin où je me tiens debout sur mes jambes, j'ai des guitares autour du cou, sans compter les femmes qui s'y pendent. Sur les parkings et les tarmacs, c'est là que mes nuits se terminent. Les ongles bouffés par le trac, le tour des yeux, bleu marine, et j'ai fini par voir. Oui, j'ai fini par croire qu'à toutes les routes mènent aux marches qui montent à la Seine. Entre deux motos de police, tous les soirs à la... L'album sort le 27 octobre. Oui, c'est ça. Voilà, l'album il va sortir, il est annoncé, et l'album ça ne finira jamais, il sort le 27 octobre. Le 27 octobre. Et donc il y a une séance d'écoute avant qui se passe. Alors avant, ou en tout cas juste, oui, ça doit être 2 jours avant la sortie, je pense, de l'album, je sais plus exactement, faudrait que je retrouve, on pourrait retrouver la date, mais cet album je l'ai découvert dans des conditions assez sympas et assez intéressantes, puisqu'on a été invités, on était une 50aine je crois, dans le grand studio d'RTL, pour avoir une écoute de l'album. Donc une écoute découverte de l'album. C'était Laurent Boyer qui animait cette séance. Grand star, on se souvient. Lolo, qui animait cette séance dans le grand studio d'RTL. Et comme je dis, j'y suis allé avec mon amie, Evelyne, et on était donc une 50aine. Et ce qui a été un grand moment, c'est que Johnny était là.
Et c'est Johnny qui lui-même nous a fait découvrir. On écoutait deux, trois titres à la fois. C'est Johnny qui nous a fait découvrir les chansons. Génial. Donc ça c'était génial. Il était en pleine forme. Il était très détendu. C'était vraiment un moment un peu inattendu et super pour ceux qui y étaient. Et j'ai eu cette chance-là. Et j'ai une anecdote quand même que je vais raconter parce que celle-là, il y a prescription maintenant. À un moment, il me dit, j'ai dans cet album, donc il y a une chanson de David. Il y a une chanson de David, que David a composée, et donc Grand Corps Malade a écrit les paroles, et il interroge le public en disant, vous vous souvenez, David, alors on a fait des chansons ensemble, mais la première fois, il m'a surpris, c'est qu'il est monté sur la scène au pavillon de Paris en 79, pour ma dernière, il a remplacé mon batteur, je m'y attendais pas, et j'ai été très très surpris, et alors il interroge le public, il dit, et vous vous souvenez, quel était mon batteur qu'il a remplacé? Et bon, moi, je me souviens très bien que c'était Jean-Pierre Prévotat à l'époque, donc je dis Jean-Pierre Prévotat. Et là, il fusille du regard, il me dit pas du tout. Bon, j'étais sûr de moi, mais bon, pas du tout. Il dit c'était Tommy Brown. Alors là, j'étais un peu glacé parce que Tommy Brown avait quitté son orchestre en 74 et il était décédé, je crois qu'il est décédé en 78. Donc bon, je me suis dit, oulala, n'insistons pas, n'insistons pas. En fait, parce que je pense qu'il a compris, parce que David a connu Tommy Brown très jeune et il y avait une passion, une admiration pour Tommy Brown qui lui a appris la batterie en fait. Et donc il y a un peu fait confusion entre ça, parce que le batteur du pavillon de Paris c'était bien Jean-Pierre Prévotat qui avait fondé le groupe Triangle avec Papillon avant, et puis après le Magnum aussi, c'était un super batteur. Voilà. Donc ça a été un petit épisode au cours de cette présentation, mais en tout cas on a découvert l'album dans ces conditions-là. D'ailleurs, on parle de Tommy Brown, on va parler maintenant un peu musique, on va un peu décortiquer cet album avec l'équipe. C'est bizarre parce que cet album, quand on a vu que j'allais le faire, je me suis dit mais c'est un album qui est totalement on l'a complètement oublié, on n'en parle jamais. Est-ce qu'il a existé finalement? Et c'est d'autant plus vrai que je suis allé voir, que j'ai eu la chance d'aller à une projection des Vieilles Canailles juste avant la sortie. Et je me suis trouvé avec le producteur de Johnny, que je connais, Bertrand Lamblot. On a discuté après ensemble. Et il me dit, et on parle d'ailleurs de nos podcasts, 51, et puis il me dit, tiens, j'ai réécouté un album, ça ne finira jamais. Je me suis dit, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi aussi, je l'ai réécouté, parce que on va le podcaster. Et il me dit, mais j'ai l'impression que cet album, il n'a pas existé, il se souvenait plus du tout. Un peu un ovni dans la carrière. Je pense que les auditeurs, ils vont le redécouvrir certainement. Oui, peut-être. En tout cas, peut-être qu'il aime. Et en tout cas, donc cet album, la personnalité importante de cette réalisation, c'est un artiste qui s'appelle Philippe Uminski, qui, à l'époque de l'enregistrement, est très populaire et très en vogue, parce qu'il a réussi un beau coup avec Julien Clerc. C'est lui qui a fait l'album Fou peut-être, que la critique a louangé. Il y a eu de très bons papiers, et donc il est à la pointe de l'actualité. Et c'est à lui qu'est confiée la réalisation de cet album, ainsi que d'ailleurs la direction musicale de la tournée qui va suivre. Et la tournée, c'est très important, parce qu'en fait, on va en parler, elle a totalement occulté l'album, parce que l'actualité de la tournée a été tellement dense, riche, intense, que l'album, il est passé complètement à la trappe. Mais je pense que c'est ça la principale raison de un peu l'oubli de cet album. Donc, et on revient à une approche qui est l'approche un peu de la vie à la mort, approche universelle. Le patchwork. Une sorte de patchwork où on fait appel à tous les auteurs-compositeurs, un peu à la mode du moment pour des chansons et des textes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cet album? David, on en a parlé. Mon cœur était plus grand, pour eux j'irai chercher du temps. Et si mon cœur était plus blanc, je me retournerais moins amèrement. Si mon cœur était plus fort, je comprendrai mes vraies erreurs. Et si mon cœur
été d'accord, je me retournerai sans avoir peur. Mais dans la nuit, elle me fait face. Cette question qui serre le cœur. Mais dans la nuit, rien ne s'efface. Et j'étais à la hauteur, à la hauteur. Pour moi, une belle surprise, c'est Cabrel, qui composait un titre pour Johnny. Cabrel, j'ai eu l'occasion de le raconter, mais il m'avait dit, quand je l'avais rencontré à Bercy, que c'était un artiste avec lequel il aimerait travailler. Donc, à défaut de faire un album, en tout cas, Cabrel lui a proposé un titre pour cet album. Il y a Calogero qui cartonne, hein, qui fait le titre éponyme de l'album. Il y a Raphaël, qui fait une chanson, je ne sais plus comment elle s'appelle, Je n'appartiens qu'à toi, je crois. Oui, c'est ça la deuxième. Oui, texte bizarre, il sera question des cours de la bourse et de l'Afrique, enfin bon, c'est un peu étonnant. Didier Golemanas, qui signe quatre chansons, il y a une place très importante dans l'album. Grand Corps Malade, donc avec David. Oui. Des noms qui me sont totalement inconnus, Zina Tamiato, Lenaka, donc pour État de grâce. La star montante, Christophe Mahé, qui fera une première partie de Johnny, donc avec Étreinte fatale. On retrouve Fred Blondin, avec lequel il collabore depuis déjà un petit moment. Et puis une adaptation d'un titre très connu qui s'appelle Unchained Melody, qui a été adapté par Pierre Delanoë. Oui. Et là, il le fait avec une chanteuse qui a une superbe voix, qui s'appelle Juston, qui est très jeune, qui était très, très en vogue à ce moment-là, dont il dira dans la présentation qu'il nous fera RTL qu'il lui rappelait cette extraordinaire chanteuse, ça va me revenir. Et le mot avec Hendrix, Janis Joplin, qui nous rappelait Janis Joplin, fantastique chanteuse qui malheureusement a décédé très très vite, et donc il trouvait qu'elle avait un peu le timbre de voix et la façon de chanter de Janis Joplin. Donc ça, c'était l'adaptation. Très clairement, il n'y aura absolument aucun hit de cet album. Ah oui. Et là, on se dit que peut-être la scène aidera à faire vivre certains morceaux, mais il n'y a aucun hit. Puis même la ligne directrice. On a un peu de mal à avoir la ligne directrice musicale. Il y a un peu de tout. C'est parfois un peu rock, parfois un peu variété. Il y a des ballades. Enfin, c'est assez populaire. Mais l'album se vendra bien. Ah oui, l'album se vendra bien. Aura c'est un album agréable. Moi, je sais, je l'ai réécouté. Il passe bien. Il n'a pas une très forte personnalité. Exactement. En fait. Exactement. Bon. Alors, les musiciens, il est enregistré principalement aux États-Unis. Alors, il y a des bons musiciens. Il y a Brian Ray qui est aux guitares, hein, donc c'est pas n'importe qui. Il y a Alain Lanty qui est au piano. Alain Lanty qui rejoindra Johnny plus tard. Ça sera son piano sur ses dernières tournées. Oui. Alain Lanty, il a un pédigré impressionnant. Il a travaillé avec vraiment toute la fine fleur de la chanson française. Un batteur qui n'a pas forcément été la meilleure trouvaille de l'époque, c'est Maxime Garout. Voilà, on l'a oublié. Par contre, Laurent Verneret, super bassiste. John Dalgarde, alors qui va également être sur la tournée. Voilà, bon, on est un peu dérouté, pas vraiment de tube, pas de ligne directrice. Et puis alors Johnny, il a l'art de semer le trouble. Ah, c'est vrai. Parce que quand tu regardes le contenu de l'album, alors ça s'appelle Ça ne finira jamais. Donc on se dit, entre lui et son public, effectivement, ça ne finira jamais. Mais Cabrel lui dit, je m'arrête là. Donc je vais m'arrêter là. Et pourtant, il termine en disant « Je tiendrai bon ». Et là, dans cette chanson que j'aime bien d'ailleurs, il cite Lennon et McCartney, qui sont de la même génération. Et donc, on ne sait pas trop où on va avec tout ça. On est un peu dans l'expectative et on attend avec impatience de voir comment cet album va être sur scène. Voilà. Alors, il y a un titre que j'aime bien, c'est probablement celui que j'ai le plus écouté avec Cabrel, c'est Émilie, qui est une jolie ballade. C'est vrai. Il y a Tenir bon, donc le dernier titre où il évoque Jagger et McCartney, là, que je trouve assez efficace. Et franchement, j'aime bien le titre de Cabrel. Je m'arrête là, je trouve que ça roule, ça roule bien. C'est une chanson que j'aime bien, donc. Mais bon, on va oublier tout ça très, très vite parce que finalement, on verra que dans la tournée, il va pas faire tellement de titres de cet album finalement. Mais bon, l'album sort. Pochette un peu déroutante aussi, c'est pas la plus belle photo de Johnny qu'on ait eue.
le ciel californien, bleu, la moto. Bon, ça manque aussi de personnalité, quoi. Il y a quelque chose qui. C'est propre, sans dire que c'est propre. Oui, comme l'album. Voilà, comme l'album. C'est exactement ça. Alors, en revanche, il va évidemment, comme toujours, faire la promo avec la conscience professionnelle qu'on lui connaît. On va le retrouver dans les JT, on va le voir à la Starac, on va le voir dans 50 Minutes Inside. Ouais, il est partout. Il le fait vite, c'est très dense parce qu'il a une actualité qui est très chargée. On va voir que très vite il va passer à autre chose derrière. Mais il fait une très très belle émission de télé. C'est le temps fort de cette promo qui sera diffusée sur France Télévisions, France 2 le 13 décembre, qui s'appelle Ça ne finira jamais, ça reprend le titre de l'album. Et là, il va retrouver un certain nombre d'artistes. C'est un peu comme un livre d'histoire, des pages qui se tournent, il rencontre des gens. Et donc, il y a Christophe Maé avec qui il va chanter Marie, Mylène Farmer, qui est dans l'émission, donc qui est évidemment une grande star, Laurent Gérard, bien sûr, Raphaël qui chante Quand revient la nuit, pourquoi pas, David en duo sur 100%, France Gall, toujours émouvant de voir France Gall dans les émissions de télé. Et devant France Gall, évidemment, ils évoquent Michel Berger, ils chantent Diego. L'Envie avec Julien Clerc. Julien Clerc, j'ai vu hier une émission de télé sur Julien Clerc qui est très réussi, avec des duos. C'est vraiment un artiste qui vieillit bien. Donc Tennessee avec Carla Bruni. Sympa, étonnant. Unchained Melody avec Justin. Simon Cœur avec Encore Malade. Et David d'ailleurs. Et puis avec Laura, qui est aussi dans l'émission. Il lit un bout de texte de la chanson Laura. Et pour finir, il retrouve Calogero pour Ça ne finira jamais. C'est une belle émission de télé, une belle promo pour l'album qui va vivre sa vie. Et Johnny va passer à autre chose très très vite. D'ailleurs, quand on dit autre chose, il y a en parallèle une sortie d'Universal. Oui, c'est à ce moment-là que sort le premier volume d'une série de 3. C'est des triple DVD. Ça, c'est 3 pièces de collection qu'il faut absolument avoir. J'ai la chance de les avoir. Bon, parce que ce sont en fait, c'est Johnny à la télévision. Et donc, ce sont les grands moments de télé de Johnny. Et il y aura dans ces DVD le concert de Bocuse, il y aura des palmarès des chansons, il y aura des télédimanches, il y aura le concert sur le Foch, il y aura la tournée Rafton, enfin on va pas tous les citer, mais c'est trois pièces vraiment qu'il faut avoir, et donc, qu'on attendait, parce que d'une certaine façon c'est vrai que Johnny, tout le monde, on le découvre au fur et à mesure du temps, et il a fait tellement de choses, notamment à la télévision depuis le début de sa carrière, qu'il y a vraiment des très très beaux documents. Il y a des documents notamment acoustiques, où il chante de l'acoustique, on le retrouve avec Michel Lancelot, avec Guy Béard et tout ça, qui sont absolument extraordinaires. Donc ça c'est vraiment une pièce de collection, et c'est Annie M. Salem chez Universal qui avait travaillé sur ce projet. Les deux enchaînés. Et début 2009, alors, son grand amour, le cinéma. Oui, alors Johnny va attaquer l'année 2009 pied au plancher. L'album est sorti, il a fait la promo, l'émission de télé c'est décembre. Bon, il passe les fêtes en famille, bien sûr. Et en fait, début 2009, il laisse tomber momentanément la chanson pour se consacrer à son autre passion, qui est le cinéma. Et il va tourner en Asie un polar avec un spécialiste du genre qui s'appelle Johnny To. C'est un réalisateur qui a une très très bonne cote, très très bonne image. Très coté, et donc le film va sortir au Festival de Cannes. Alors il va tourner,
et puis il va revenir faire les répétitions. Enfin, le rythme est dingue. Je me rappelle le film, le Vengeance, la couverture, elle est très belle. Hein. Alors, c'est une belle. Tu parles de l'affiche. Oui, l'affiche du film. Oui. Alors, on parle un petit peu de Vengeance. Vengeance, il va le présenter au Festival de Cannes. L'accueil critique est dithyrambique. Oui, c'est vrai. Dithyrambique sur l'acteur Johnny Hallyday. Il fait la une de tous les magazines spécialisés, toute une presse qui n'est pas une presse qui généralement est très Johnny, lui tresse des louanges, c'est les Inrecuptibles, c'est les Cahiers du cinéma, c'est Action, c'est Télérama, c'est toute cette presse-là qui encense l'acteur Johnny Hallyday et le film de Johnny 2. Il faut dire qu'il a une vraie présence dans ce film. En plus, je dirais qu'il est brut de fonderie, c'est-à-dire qu'il n'est pas maquillé vraiment. Ça lui va bien, ça. Voilà, c'est lui. J'ai une petite anecdote, quand il va monter les marches du Festival de Cannes, il y a évidemment les fans sont là, il y a un fan qui brandit dans la foule mon livre 50 ans de scène et de passion, et j'ai un copain qui a fait la capture d'écran et qui me l'a envoyé. Alors c'était assez marrant parce que j'avais évidemment pas vu ça, mais donc à Cannes il fait conférence de presse, il fait tout ça, et le film sort et comme d'habitude personne dans les salles. Donc c'est encensé par la critique et le public qui boude totalement ce film Vengeance. Il a pas de chance avec le cinéma, très clairement. Complètement. Voilà, je dirais que pour lui, est-ce que c'est anecdotique ? Non, c'est pas anecdotique, parce que je pense qu'il a envie de réussir au cinéma. C'est vrai. Mais il a l'actualité s'enchaîne tellement que il repasse à autre chose. Bien sûr, il y a la tournée qui arrive. La tournée, elle a démarré. Non, elle a démarré. Elle a démarré à ce moment-là. Oui, il a démarré. Les répétitions démarrent le 24 mars. À Los Angeles, avec Philippe Minsky qui donc est le directeur musical de la tournée. Dans l'orchestre, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un claviériste de Nashville qui s'appelle Brad Cole, qui est un formidable musicien, qui a dirigé le dernier album de Michel Polnareff. Et donc la tournée, elle va démarrer en fait à Saint-Étienne, où il va faire 7 shows, 7 zéniths. Le Zénith de Saint-Étienne appartient à Jean-Claude Camus, géré par Jean-Claude Camus. D'accord. Mais il va donc roder vraiment sa tournée. Les 7 Zéniths sont pleins. Le concept dernière tournée, ça a fonctionné super bien. Les salles sont pleines. Donc il fait le Zénith de Saint-Étienne, puis après il va à Bruxelles. Il fait 4 concerts au Forest National. Et donc il est bien rodé pour arriver en fait au Stade de France où 3 concerts l'attendent. Alors à Saint-Étienne, il a pu tester son tour de chant, et donc il y a des titres qu'il chantera à Saint-Étienne qui ne seront pas après conservés dans la tournée et qu'on pourra écouter lorsque Warner sortira l'album live un peu plus tard. Donc il arrive au Stade de France, et là on a la chance encore, c'est pas la première fois, quelques privilégiés, j'en fais partie, je ne sais plus trop comment ça s'était fait, toujours avec Evelyne d'ailleurs, je crois que c'est pas qu'on salue, je crois que c'est RTL qui avait dû nous inviter. On a la possibilité d'aller au Stade de France assister à une répétition, et donc en fait on voit juste avant les concerts les décors, les réglages, Johnny qui fait des titres avec ses musiciens, donc on vit une répétition. La température monte, on est impatient de se rendre au Stade de France pour cette tournée, ce tour 66 et 66 ans. Donc le Stade de France, c'est 3 concerts. Et ces 3 concerts, je vais avoir la chance de les faire, et la chance de les faire dans des occasions un peu originales, un peu différentes, parce qu'évidemment, je ferai une soirée, comme d'habitude, avec ma famille et mes amis, pour laquelle j'ai pris des places. On est assez nombreux, il y a même des gens que j'emmène pour la première fois voir Johnny, c'est génial. Et qui vont adorer. Mais en fait, comme mon livre est sorti, peu de temps avant, j'ai l'opportunité de faire les 3 soirs, en fait, des séances de dédicaces dans des loges, puisque les entreprises au Stade de France ont des loges, et je suis convié par 3 entreprises différentes à aller dédicacer mon livre pour leurs invités. Alors le premier soir, c'est chez Accor, le groupe Accor. C'était d'ailleurs la première fois que mon gendre venait voir Johnny, donc j'étais content de l'emmener là. La deuxième soir, c'est chez Bouygues Télécom. C'était la soirée où j'avais des places par ailleurs pour voir le spectacle avec mes amis. Et puis le troisième soir, ça c'est un soir que je ne suis pas prêt d'oublier, parce que en fait mon frère dirige à cette époque Lacoste, et Lacoste a une loge au Stade de France. C'est la dernière fois que la loge sera utilisée par Lacoste. Il la rendra après, parce que en fait Lacoste, pour ceux qui s'intéressent un peu au sport, c'est le tennis et le golf.
pas grand-chose à voir avec ce qui se passe au Stade de France, donc c'est pas leur ADN, et donc mon frère a estimé que c'était pas très utile de continuer à dépenser beaucoup d'argent pour cette loge, mais en tout cas là, il l'a pour ses concerts, et donc il organise une soirée, et il me propose de venir avec mon livre pour dédicacer le livre à ses invités. Alors les invités Lacoste, c'est une soirée absolument inoubliable. Je me retrouve avec ravissante Anne-Sophie Lapix, son mari, elle est absolument ravissante, Stéphane Fraisse, l'acteur. Je me retrouve avec le monde du sport, il y a Raymond Domenech et Estelle Denis, sa compagne, il y a Pierre Ménès, célèbre journaliste, et puis il y a une personne à qui je rends ce soir un hommage particulier, je sais qu'il nous écoute, donc je le salue, Alain, c'est Alain Kézac et sa femme qui était là ce soir-là. Alain a été président du Paris Saint-Germain, c'est d'abord avant tout un grand publicitaire, et donc il est dans la loge ce soir-là, et, avec Marinette, sa femme, et donc on passe une soirée géniale, d'abord parce que bon, je leur dédicace mon bouquin, et puis ça les intéresse, on en parle, et il y a une ambiance extraordinaire dans la loge. Quand Johnny a chanté Gabriel, tout le monde dansait, les gens étaient heureux, Pierre Ménès faisait preuve d'humour avec Domenech, vraiment une soirée formidable, dans un show qui est un très très bon show. Que l'on ait menti ou non, que certains prennent la peine de se souvenir des noms, que l'histoire devient la tienne, en tête touche au fond, et quelqu'un te dit je t'aime, et quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. Ça peut changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. La route est encore longue. Se construire dans la haine ne donne jamais rien de bon. Alors, la scène, elle est un peu noyée au Stade de France. L'immensité du Stade de France fait qu'en fait cette scène, ce décor sera mieux adapté à des stades de province, comme celui de Bordeaux où j'irai un peu plus tard, que le Stade de France où c'est vraiment très très grand. Il y a un système d'écran assez novateur, mais tout ça est un peu noyé dans l'immensité du Stade de France. L'orchestre formidable avec l'arrivée de Greg Zapp, l'harmoniciste fabuleux qui accompagne Johnny à partir de cette tournée. Un sax incroyable qui s'appelle Ernie Fields Jr., qui a 74 ans, qui a été le directeur musical de Ray Charles. Là aussi une belle personnalité. Brad Cole, j'en ai parlé. Uminski est sur scène. Il y a bien sûr Robin Le Mesurier. Bref, c'est Laurent Verneret à la basse. Un bel orchestre et un tour de chant finalement assez classique qui balaye l'histoire de Johnny. On se balade dans les années 60, 70, etc. Il y a quand même des très beaux temps forts. Tout est bien ficelé. Tout est vraiment très, très agréable. Il y a des beaux temps forts. Et notamment la séquence Unplug qui est très, très réussie, avec un son qui sonne vraiment comme le son des années 50, et une version magnifique de I Got a Woman. Et puis, le final, qui, moi, m'a vraiment beaucoup marqué et touché, ainsi que beaucoup de personnes autour de moi, c'est sa reprise de Et maintenant de Gilbert Bécaud. Il la chante divinement bien, et puis il te fout un frisson, une émotion incroyable. Donc vraiment, quand on sort du stade, on est un peu bouleversé. Cette interprétation est magnifique. Le nouvel album, Ça finira jamais. En fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un titre, un single. Ça ne finira jamais. Juste avant Et maintenant, il y a Unchained Melody, et il y a un titre qu'il fait en début de spectacle
qui est « Ça peut changer le monde ». On a un peu oublié, qui est pas une de ses plus belles réussites, mais et finalement il est assez peu présent. C'est un répertoire assez classique avec ses grands standards, mais qui sont musicalement réarrangés par Uminski, donc on a une écoute assez agréable de tous ces titres, et encore une fois la partie acoustique est vraiment très sympa. Il fera aussi dans cette partie des titres comme évidemment That's All Right Mama, La Terre Promise, qui est un formidable titre de 75, Blue Suede Shoes, La Fille de l'été dernier, dans des standards du rock comme on les adore, et puis évidemment on retrouve Diego, Ma Gueule, Le Pénitencier, Que je t'aime, enfin, tous ces classiques. Alors, ce qui est toujours interpellant, c'est la rentrée sur scène. On attend toujours ça avec impatience. Et là, c'est une entrée sur scène finalement assez classique, mais la chanson est forte, ce qui démarre par Ma Gueule. Et donc, il y a l'orchestre qui joue, puis tout s'arrête, il y a un silence, et d'un seul coup, tu as la voix absolument incroyable de Johnny, quand on voit « Quoi, Ma Gueule ?» Et là, le show démarre, donc c'est assez efficace. Il fallait oser, Ma Gueule. En entrée de show, c'était à Paris, c'était assez évident. Donc, un beau spectacle que je verrai 4 fois. Je le verrai donc 3 fois au Stade de France, et je le verrai à Bordeaux, au Stade Charon-Delmas, en famille, avec des amis. Et là, on est sur la pelouse, on est proche de la scène acoustique et tout. Il fait un temps magnifique. C'est 3 fois moins grand que le Stade de France, et on passe vraiment une super soirée. Donc vraiment là, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment apprécié ce tour 66, je dirais plus que l'album Ça ne finira jamais. Donc, on se rappelle du tour et on se rappelle finalement, écoute, les chansons n'existent pas, les chansons n'existent quasiment pas, puisque de toute façon il va pas les faire, enfin il fait la promo mais rapidement, et puis après il passe tout à fait à autre chose, et donc dans la tournée elles passent un peu inaperçues. Ça s'ouvre de la comparaison avec le reste. Alors Unchained Melody, il le fait avec sa choriste Amy Keys, donc, qui va l'accompagner aussi dans les tournées à venir. Donc là, effectivement, c'est un temps assez fort du show. Mais voilà, c'est davantage le répertoire de Johnny que l'album Ça ne finira jamais. Alors, on parle même pas du Cœur d'un homme, qui lui est totalement occulté. Donc aucune chanson du Cœur d'un homme dans cette tournée. C'est aussi quelque chose qui était un peu surprenant. Donc la première partie de la tournée va se terminer à Monte-Carlo. Et sans oublier qu'il fait un petit passage encore par la Tour Eiffel. Et là aussi, deuxième passage, énorme succès. En fait, c'est le 14 juillet, pour les festivités du 14 juillet. Et c'était à l'initiative du président Sarkozy, donc qui voulait un concert gratuit pour les Parisiens. Bizarrement, Sarkozy, qui connaît bien Johnny, ne sera pas à ce concert. Donc ça a surpris à l'époque. Ça a surpris. Et alors, moi, je ne pourrais pas y aller à ce concert. Malheureusement, pour des obligations familiales, d'empêchement familial, je ne pourrais pas me rendre à la Tour Eiffel. Je pourrais écouter la retransmission sur RTL, qui fait la soirée en direct. Donc, malheureusement, je ne verrai pas ce show à la Tour Eiffel, qui a été... alors, le concert est un peu raccourci, je crois, pour tenir dans le format radio, mais tous les gens qui sont allés m'ont dit que ça avait été absolument superbe. Il y avait un monde fou, il y avait, je crois, 600 000 personnes, 700 000. Bref, deuxième passage au pied de la vieille dame, et grand temps fort de cette tournée, dont la première partie s'achève à Monte-Carlo, au Sporting Club de Monte-Carlo. C'est aussi un été un peu étrange, parce qu'il y a les problèmes de santé qui s'accumulent, on apprend des choses. Oui, alors, si tu veux, donc la tournée se termine, et là, très vite après, il y aura un premier incident. Il va faire une chute sur un bateau, et je crois que sa hanche, dont il a été opéré il y a des années, va en souffrir, donc il va devoir aller faire un check-up à l'hôpital à la demande des assureurs, c'est classique. Au moment où Michael Jackson décède, en plus, parce que dans cette période-là, l'immense Michael Jackson nous a quittés. Et donc, ce check-up, le séjour à l'hôpital est un peu plus long que prévu. Donc, quelques inquiétudes. Une photo du Parisien, je me souviens, quand il sort de l'hôpital de Neuilly, je crois. Mais bon, elle n'est pas rassurante, la photo, elle n'est pas très très bonne. Mais bon, apparemment, il repart chez lui, aux États-Unis, et puis la tournée doit reprendre. En fait, elle doit reprendre à Madagascar et à La Réunion. Et les 2 concerts sont annulés. Alors là, pour une cause qui perturbe d'ailleurs pas mal de spectacles, c'est la grippe A, le virus de la grippe A. Et donc, on ne prend pas de risque, on annule ces 2 concerts à Madagascar et à La Réunion. Il se rend à Toronto pour le Festival du cinéma, où là, il rencontre une journaliste de Téléstar, je crois. Et là, il lui fait des révélations étonnantes. Il lui révèle qu'il a eu, en fait, un petit cancer de l'intestin.
dit-il, bon, dont il est guéri et dont tout va bien, mais enfin, elle vérifie qu'elle peut donner l'information, elle s'est confirmée, il l'autorise à divulguer, et donc on apprend à la surprise générale. Ça arrive comme ça, personne s'y attend, son entourage est complètement décontenancé par cette annonce. Donc ça fait évidemment un buzz terrible, d'autant plus qu'il doit reprendre sa tournée, et que le premier concert de la tournée, de la reprise à Bruxelles, est annulé. Alors on s'inquiète un peu, mais en fait il est annulé parce qu'il est à faune. Donc il redémarrera le lendemain et puis tout se passera très bien. La voix est là, la tournée repart, on annonce même des dates pour Bercy en 2010. Donc tout semble aller pour le mieux, mais il termine la tournée quand même la première partie de cette tournée très éprouvée, parce qu'il souffre d'une hernie discale, donc de là il va se faire opérer dès que la tournée est finie. Et on sait que malheureusement, à la suite de cette opération, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mais bon, si tu veux, ça marque la fin de la tournée de Ça ne finira jamais. L'album un peu oublié quand même, il faut dire ce qui est, et qui passe complètement au second plan vu l'actualité. Alors l'actualité, c'est aussi cette tournée formidable. La première partie, il enchaîne les concerts. Alors on reprochera, je crois, à Camus d'avoir fait trop chanter, mais Camus prend pas ses décisions sans l'accord de Johnny. Il vit sur scène de toute façon. Il est partant pour faire ses concerts, donc il est demandé parce que voilà, c'est un vrai succès, c'est un grand succès. Les gens s'arrachent, Johnny. Donc la tournée, c'est sûr qu'elle est fatigante, mais bon, c'est pas la première fois qu'il fait une grosse tournée. Et alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai pu lire dans des ouvrages ou sur un papier que la tournée devait s'arrêter à Monte-Carlo. Quand elle a été annoncée, tous les gens qui connaissent bien Johnny savent très bien qu'il y aura une tournée d'hiver, une tournée automnais, des Zéniths, et c'est toujours comme ça. Donc on n'est évidemment pas surpris quand il y a l'occasion pour ces concerts en automne et en hiver, quand les locations ouvrent. Donc il faut être naïf pour croire que la tournée allait s'arrêter à Monte-Carlo. Ça n'a jamais été, je pense, prévu. Donc c'est une grosse tournée, c'est lourd, mais elle a évidemment un énorme succès populaire. Et le live qui sortira sera un triple live avec des concerts plus des titres qui ont été testés à Saint-Étienne et qui n'ont pas été repris. C'est une belle initiative, ça, c'est bien ça. Voilà, donc c'est un très beau produit. Tour 66, c'est une tournée qui marque dans son histoire parce que elle commence bien et elle se finit très mal. Émilie, de sa chambre, elle écrit les chemins de sa vie. Elle déclare au monde entier son amour infini. Émilie a tout d'une enfant, à l'encre noire sur son cœur blanc. Le silence est là comme un cri. Émilie, blessée à une aile, ne s'envole plus de chez elle, comme une longue maladie. Alors en parallèle de ça, il y a 2 compiles qui sortent aussi. Alors, au même moment, parce que finalement l'actualité de Johnny discographique, elle est presque plus à côté de l'album Ça ne finira jamais qu'avec cet album, bizarrement. Il y a 2 compiles qui sortent. Alors il y en a une très basique, classique, les numéros 1 de Johnny, sans grand intérêt, qui sort avant très commerciale. Et alors, par contre, on a une autre qui va sortir au mois d'octobre, je crois. Octobre 2009. Octobre 2009, alors qui, elle, est une des produits que je préfère. C'est une compile qui s'appelle le Face à Face, qui est en fait, et je l'ai dit plus d'une fois, qui réunit les faces B. Et on sait ton amour pour les faces B. C'est mon amour pour les faces B. Mais enfin, quand tu vois qu'il y a dans ces faces B la musique que j'aime, Voyage au pays des vivants, Je te veux, j'en passe et des meilleurs, vraiment, bon, c'est une compile extraordinaire. Je préfère de beaucoup écouter Si tu pars à Ceux que l'amour a blessé. Donc, voilà. Donc cette compile, elle sort avec une pochette qui est très très sympa, un peu simili-cuir, noir. C'est un double album, donc, face à face, les faces B de Johnny, un projet intemporel que j'écoute d'ailleurs toujours beaucoup avec toujours autant de plaisir. Alors attends là, tu veux parler de l'album de Hugo Frey ? Ah oui. Ah oui, il faut que tu me lances là-dessus. Sur un duo, au même moment. Donc. Oui, c'est ça.
Au même moment, donc, il y a aussi l'album de Hugo Frey. Tu voulais en dire un mot? Ouais, Hugo Frey, donc vieux compagnon de Johnny. Ils sont voisins à Marne-la-Coquette. Et Hugo Frey va sortir un très très bel album qui s'appelle New Yorker, avec des duos. Et avec Johnny, il chante un titre de Dylan, Forever Young, Jeune pour toujours. Et le duo est très réussi. C'est un très très beau disque que je conseille aux gens qui aiment bien Hugo Frey ou qui voudraient le découvrir par cette occasion. Beaucoup de duos très réussis. Il y a aussi, je crois, Eddie Mitchell, Cabrel, enfin bon. Excellent album. Et avec Johnny, le titre Jeune pour toujours, très réussi. Ouais. Et cette fin d'année, pour moi, elle est aussi l'occasion d'une émission à laquelle j'ai pu participer, donc sur W9, qui fait une journée spéciale pour Johnny. Et il y a une émission où j'ai l'immense plaisir de côtoyer David, Fabrice Lucchini, Drucker, Laurent Boyer, etc. Où j'ai pu m'exprimer, parce que le journaliste était vraiment bien, sur l'artiste, sur Johnny, mais sur ce que j'aime, c'est-à-dire toute sa carrière, toute la richesse de son œuvre. Et donc, c'est une émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et qui a été diffusée donc, en cette fin d'année. Il est très sympa. Oui, en plus, au générique. Ah oui, il y a des beaux noms. C'est ça qui est beau. Et oui, il y a des beaux noms, il y a ton nom qui est. Tu vois, à côté, ça, c'est quand même remarquable. Il y a aussi Bernard Schmitt. Enfin, bon, non, c'était une bonne émission, je pense. Voilà. Bah écoute, Jean-François, tu vois, pour un album. Passer un peu inaperçu qu'on oublie, il y a des belles choses à dire. C'est-à-dire qu'il y a surtout une grosse actualité autour de l'album. Entre cinéma, tournée, Stade de France, problèmes personnels, etc. Donc, et puis la sortie de mon premier livre, c'est vrai que c'est des moments intenses. On vit intensément. On parlera de la suite une autre fois, mais en tout cas, cette année 2009, elle aura été effectivement très, très, très chargée. Ton titre préféré là-dedans? Ça sera celui de Cabrel, M'arrêter là. Moi, ce sera Émilie. J'adore cette chanson, une belle petite balade. Jean-François, dans 15 jours, on se retrouve et cette fois-ci, on va faire un de tes albums préférés. Absolument. Mais je précise pour un de nos auditeurs que je ne bois pas, que je ne fume pas et que je serai parfaitement clair quand j'en parlerai. On va parler de la peur. Voilà. Donc, année 82. Alors, on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Ciao. Vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler, oui, de nuits entières. Et au matin, moi je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de fleurs. Au moment de l'adieu. Plus rien à faire, je n'ai vraiment plus rien